Vous êtes-vous déjà retrouvé face à une affaire si complexe qu'elle semble défier toute logique? Une scène de crime qui divise, des preuves incertaines. Mais une question persiste. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Aujourd'hui, je vous plonge dans les méandres de l'affaire Jonathan Cruz, un homme qui semblait avoir tout pour être heureux. Une famille unie, une carrière prometteuse, des amis fidèles. Alors, comment expliquer cette mort tragique? Jonathan Cruz est né en Californie, mais il a grandi dans une ville tranquille du Texas, appelée Irving. Enfant, il passait régulièrement ses vacances d'été chez son grand-père maternel, à Miami. C'était un homme sage et solide, au passé marqué par son service militaire et une carrière dans la sécurité privée. Ce grand-père, en véritable patriarche, vouait une passion au tir et à la chasse. C'est avec lui, dans les terres boisées de la Floride, que Jonathan et son frère Christian apprenaient à manier les armes. Cette éducation au tir n'était pas un simple passe-temps. Elle formait les garçons à la responsabilité, à la discipline et surtout, à l'importance de la sécurité. Ce lien entre Jonathan et son grand-père allait bien au-delà des armes. Ils partageaient des discussions profondes sur l'histoire, la vie et les valeurs familiales. Le grand-père représentait pour Jonathan un modèle de courage et de résilience. Chaque leçon, chaque sortie de tir, c'était une façon de forger le caractère du jeune homme. Pour les Cruz, la famille était sacrée, et Jonathan incarnait à la fois le protecteur et l'exemple à suivre pour sa petite sœur Dani et son frère Christian. Les valeurs d'intégrité et de droiture, que ses parents Pam et Henrik lui avaient inculquées, guidaient Jonathan dans toutes ses décisions. Pam, sa mère, était sa confidente et sa meilleure amie, tandis qu'Henrique, son père, malgré un emploi du temps chargé en tant que chauffeur routier, avait une influence toute particulière sur lui. C'était un père qui montrait l'importance du travail acharné et de la persévérance. Pour Jonathan, ces leçons étaient précieuses et résonnaient dans chaque aspect de sa vie, particulièrement dans ses relations avec ses proches. Après des années d'études à l'université Baylor, où il a obtenu son diplôme en histoire en 2009, Jonathan était prêt à faire face au monde avec détermination. Ce diplôme représentait bien plus qu'un simple document pour lui. En secret, Jonathan avait failli abandonner plusieurs fois, surtout lorsque les frais de scolarité et le stress de ses cours le poussèrent dans ses retranchements. Pourtant, encouragé par sa famille, il avait persévéré. Ce moment était une victoire, non seulement académique, mais aussi personnelle. En 2014, à 27 ans, Jonathan décroche un poste de directeur des opérations dans une clinique de soins d'urgence. La même année, il quitte la maison familiale pour s'installer dans un appartement non loin de son lieu de travail, prêt à entamer une nouvelle phase de sa vie. C'est cette même année que Jonathan rencontre Brenda Lazaro. Ils se croisent lors d'un événement de l'école d'arts martiaux où la sœur de Jonathan, Dani, s'entraînait également. Brenda, une amie de Dani, avait un charisme indéniable, un regard intense et un sourire qui semblait cacher des histoires secrètes. Leur relation évolue rapidement vers quelque chose de sérieux. Brenda, cependant, portait en elle les séquelles d'une enfance marquée par l'instabilité. Elle avait grandi entre deux pays, ballottée entre les États-Unis et le Mexique, et ses années de jeunesse avaient été entachées par des épisodes douloureux. Au début, Jonathan est captivé par la personnalité passionnée de Brenda, mais au fil des mois, des tensions surgissent. Brenda avait des comportements qui lui semblaient de plus en plus imprévisibles, des sautes d'humeur soudaines et une jalousie presque incontrôlable. Jonathan avait toujours été proche d'une amie de longue date, Emily, une relation que Brenda ne supportait pas. Emily et Jonathan se connaissèrent depuis des années, une amitié pure et simple. Mais pour Brenda, cela représentait une menace. Chaque geste entre Emily et Jonathan, même un simple sourire, déclenchait chez Brenda des crises de jalousie que ni Jonathan ni ses proches ne pouvaient apaiser. Puis vient le soir fatidique du 2 février 2014. Cette nuit-là, alors que la majorité des Américains profitent du Super Bowl avec leurs amis et leurs familles, Jonathan et Brenda vivent une soirée qui, selon certains témoins, semblait tendue. C'est à 23h30 que Brenda, en état de panique, appelle le 911. Elle explique, en larmes, que Jonathan vient de se suicider dans leur lit. Mais ses propos sont décousus, et sa voix trahit une confusion qui déstabilise les opérateurs. Oh my God. I need you to calm down. Which apartment? Please. Which apartment? 813. And he's shooting himself on the heart. And he's dying right now. And I don't know what the name was. I don't know what the name. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
And MacArthur. MacArthur, You know the name of the apartment complex? No, I don't know. But if you're going to the right, if you're coming north from MacArthur, the apartments are gonna be on the right. Any mail or anything that you can give me the exact address? No, there's nobody here. There's just me. Oh my God, Jonathan. What did he shoot? Did he use a gun or what happened? Yes, he is a gun. Did he mean to do it? Did he do it on purpose? No. Yeah, he did on purpose. I need you to find some way to tell me what the address is. Okay. I need you to walk outside, go outside, and go to a neighbor. Oh my God, I didn't. I need you to stop. I need you to help me. We were just having a discussion, and we were just talking, and then he just said that he loved me, and I didn't believe him, and he said he was gonna prove that he was. Okay, and so Lorsqu'ils arrivent, les ambulanciers découvrent une scène étrange et inquiétante. Jonathan est mort depuis au moins une demi-heure. À côté de lui repose un SIG Sauer 9 mm, mais plusieurs détails intriguent les enquêteurs dès le premier coup d'œil. L'arme est posée sur le lit, mais le chargeur a été soigneusement rangé dans un tiroir. De plus, l'angle de la blessure ne correspond pas à ce que l'on attendrait d'un tir auto-infligé. Et ce n'est pas tout. L'analyse médico-légale révèle que Jonathan, bien qu'étant droitier, n'a que peu de résidus de poudre sur ses mains. Brenda, en revanche, présente des traces de poudre sur ses deux mains et sur son sweatshirt. Ces éléments troublants éveillent immédiatement des soupçons, mais à la surprise générale, les autorités concluent à un suicide. La famille Cruz, dévastée, refuse d'accepter cette conclusion. Pour eux, Jonathan n'aurait jamais pris une arme pour se donner la mort, surtout de cette manière. C'était un homme passionné de tir, reconnu pour sa discipline et sa prudence avec les armes. Le suicide semble inconcevable pour ses proches. Convaincus que la vérité est ailleurs, les Cruz décident de prendre les choses en main. Face à ce qu'ils perçoivent comme une injustice, la famille Cruz engage Sheila Wysocki, une détective privée reconnue pour sa ténacité et sa capacité à résoudre les affaires les plus complexes. Sheila Wysocki n'est pas une détective comme les autres. Elle s'est spécialisée dans les affaires non résolues après avoir elle-même traversé une tragédie personnelle. Résolue à obtenir justice pour les victimes oubliées, elle s'est forgée une réputation d'enquêtrice redoutable, capable de découvrir les détails que d'autres pourraient négliger. Dès les premiers jours de son enquête, Sheila découvre des éléments qui viennent ébranler la version officielle du suicide. Elle découvre que, quelques semaines avant sa mort, Jonathan s'était blessé à l'épaule droite lors d'une sortie de tir. Cette blessure, bien documentée dans les rapports médicaux, limitait ses mouvements au point qu'il lui était presque impossible de lever le bras pour manipuler une arme. Cela rend l'idée d'un suicide par tir, dans cette position extrêmement improbable, surtout pour un homme qui savait comment manier une arme. Cet élément semble crucial, mais étrangement, il avait été ignoré par les enquêteurs. Sheila commence aussi à examiner de plus près la personnalité de Brenda Lazaro. Au fil de ses entretiens avec les proches de Brenda, un tableau complexe se dessine. Brenda aurait, selon plusieurs témoins, un goût pour les récits embellis et les drames personnels. Ses amis rapportent qu'elle racontait souvent des histoires invérifiables, comme avoir été témoin d'un meurtre au Mexique ou avoir été kidnappée. Des anecdotes qui, bien qu'intrigantes, soulèvent des doutes quant à sa crédibilité. Ces récits ajoutent une dimension supplémentaire à l'enquête. Si Brenda a l'habitude d'exagérer ou d'inventer des histoires, ses déclarations au sujet de la mort de Jonathan peuvent-elles être entièrement fiables? En fouillant dans les communications entre Jonathan et Brenda, Sheila découvre des messages révélateurs de la nature de leur relation. Les échanges montrent une dynamique de couple marquée par des tensions récurrentes. Brenda était profondément jalouse d'Emily, l'amie de Jonathan. Les disputes à ce sujet étaient fréquentes, et, selon les messages, Brenda ne supportait pas l'amitié entre Jonathan et Emily. Cette jalousie était si intense qu'elle conduisait à des conflits, même en public, lors de réunions entre amis. Lors d'un dîner, Jonathan avait simplement salué Emily avec une accolade, un geste d'amitié innocent pour lui, mais qui avait provoqué une crise chez Brenda. Ce simple geste était devenu une source de dispute qui avait mis le couple à rude épreuve. Quelques jours avant sa mort, Jonathan avait confié à sa sœur Dani
qu'il envisageait de mettre fin à sa relation avec Brenda. Dans un message à Danny, il écrivait ses doutes et ses peurs. « Je ne peux pas continuer comme ça », avait-il écrit. Pour Jonathan, la rupture semblait être la seule issue pour retrouver une vie apaisée. Il se disait prêt à tourner la page, même si cela signifiait perdre quelqu'un pour qui il avait éprouvé des sentiments sincères. Cette révélation donne à Sheila un nouvel angle d'investigation. Jonathan envisageait de quitter Brenda, ce qui pourrait avoir déclenché une dispute aux conséquences tragiques. La nuit du drame, des détails intrigants continuent de s'accumuler. Brenda aurait, selon les relevés téléphoniques, envoyé plusieurs messages à Emily depuis le téléphone de Jonathan. Des messages dont le contenu reste flou, mais qui laissent entrevoir une certaine hostilité. Ensuite, elle aurait brisé le téléphone. Un geste qui pourrait signifier qu'elle cherchait à effacer des preuves ou à masquer des informations. Mais ce n'est pas tout. Dans ses entretiens avec les enquêteurs, Brenda fournit plusieurs versions différentes des faits. Tantôt elle affirme qu'elle se trouvait dans la salle de bain au moment du coup de feu. Tantôt elle dit qu'elle était dans le salon. Ces contradictions, combinées aux résultats des analyses médico-légales, renforcent les soupçons de Sheila et de la famille Cruz. Malgré ces éléments troublants, les autorités refusent de rouvrir l'enquête pénale. Les preuves, bien que perturbantes, ne semblent pas suffisantes pour justifier une inculpation ou un procès pénal. Refusant de baisser les bras, la famille Cruz décide de poursuivre Brenda en justice au civil, espérant que ce procès leur permettra d'obtenir les réponses qu'ils cherchent depuis si longtemps. Dans une procédure civile, la charge de la preuve est moins exigeante que dans une affaire pénale. Il suffit de démontrer qu'il est plus probable qu'improbable que Brenda ait eu un rôle dans la mort de Jonathan. Lors du procès civil, Sheila Wysocki joue un rôle central en présentant ses conclusions aux jurés. Elle expose ses théories, soutenues par des preuves médico-légales et des témoignages de proches. Selon elle, la rupture imminente entre Jonathan et Brenda aurait déclenché une violente dispute ce soir-là. Sheila propose une hypothèse selon laquelle, dans un moment de colère incontrôlable, Brenda aurait saisi l'arme de Jonathan et tiré, avant de tenter de maquiller la scène en suicide. Les résidus de poudre deviennent un point clé dans les débats. En effet, les analyses montrent des traces sur les paumes et le dos des mains de Brenda, ainsi que sur son sweatshirt, tandis que Jonathan n'a que peu de résidus sur sa main droite. L'équipe de défense de Brenda affirme que ces traces proviennent de ses tentatives pour arrêter l'hémorragie de Jonathan, mais cette explication ne convainc ni Sheila ni la famille Cruz. Pour eux, ces résidus sont la preuve que Brenda a manipulé l'arme de manière active, ce qui va à l'encontre de sa version des faits. D'autres éléments captivent l'attention du jury, notamment la position du chargeur, retrouvé soigneusement rangé dans un tiroir. Cette découverte laisse penser que Brenda aurait pu retirer le chargeur après le coup de feu, dans une tentative naïve de rendre l'arme inoffensive ou de maquiller la scène. Sheila souligne également un détail troublant. La blessure de Jonathan, située sur le côté gauche de sa poitrine, nécessitait un angle de tir qui serait difficile, voire impossible à réaliser seul, surtout avec sa blessure à l'épaule droite. Les témoignages de plusieurs proches de Brenda viennent ajouter des zones d'ombre. Certains amis et collègues décrivent une personnalité instable, marquée par des comportements impulsifs et un besoin constant d'attention. Ils rapportent des épisodes où Brenda aurait réagi de manière excessive, voire irrationnelle, face à des situations mineures. Un de ses collègues de l'école d'arts martiaux se souvient qu'elle avait parlé d'être dans la salle de bain au moment du coup de feu, une version qu'elle ne répétait pas toujours de la même manière aux enquêteurs. Lorsque le moment de témoigner arrive, Brenda prend une décision inattendue. Elle invoque son droit au 5e amendement et garde le silence. Pendant plus de 90 minutes, elle refuse de répondre à la moindre question, laissant un silence pesant envahir la salle d'audience. Pour les jurés, ce silence est interprété comme un aveu implicite de culpabilité, ou du moins, un signe que Brenda ne souhaite pas éclaircir les zones d'ombre de cette affaire. Après plusieurs jours de délibération, le procès civil atteint son point culminant. L'avocat de la famille Cruz, Thomas Shaw, prend la parole une dernière fois pour une plaidoirie marquante. Il met en avant les incohérences dans les déclarations de Brenda, les preuves médico-légales troublantes et les découvertes faites par Sheila Wysocki. Shaw demande 129 millions de dollars en compensation pour la perte de Jonathan et le traumatisme subi par la famille. Le jury, composé de 6 personnes, se retire pour délibérer. Pendant environ 2 heures et demie,
chaque détail de l'affaire est passé en revue. Les jurés discutent des preuves médico-légales, des incohérences dans le témoignage de Brenda et du silence qu'elle a observé pendant le procès. Finalement, ils reviennent dans la salle d'audience pour annoncer leur verdict, et à la surprise générale, la somme accordée dépasse de loin les attentes de la famille Cruz. Le jury statue en faveur des Cruz et leur attribue 206 millions de dollars, une compensation bien au-delà des 129 millions demandés par l'avocat. Ce verdict, bien qu'il soit une victoire morale pour la famille, laisse un goût amer. Certes, le procès civil a permis de soulever de nombreuses questions, mais il n'a pas l'impact d'un jugement pénal. Les forces de l'ordre, bien que mises au courant des nouveaux éléments révélés lors du procès, choisissent de ne pas rouvrir l'enquête criminelle. Pour eux, il n'y a toujours pas assez de preuves pour accuser Brenda d'un crime. Pour la famille Cruz, ce verdict est néanmoins une reconnaissance officielle des doutes entourant la mort de Jonathan. Ils espèrent que la somme accordée par le jury, bien qu'elle ne puisse jamais remplacer Jonathan, servira à attirer l'attention sur les zones d'ombre de cette affaire. Pour les Cruz, cette décision du jury est une façon de rendre justice, même si cela n'effacera jamais leur douleur ni ne répondra complètement à leurs questions. Mais que reste-t-il des preuves non résolues? La famille Cruz continue de se poser les mêmes questions. Pourquoi le chargeur de l'arme a-t-il été retrouvé dans un tiroir? Pourquoi Brenda avait-elle tant de résidus de poudre sur elle, alors que Jonathan, expert en manipulation d'armes à feu, en avait si peu? Et surtout, pourquoi Brenda a-t-elle donné plusieurs versions de sa localisation au moment du tir? Ces incohérences continuent de hanter ceux qui cherchent des réponses. L'un des détails les plus troublants reste la chronologie de cette nuit tragique. En effet, une voisine du couple a déclaré avoir entendu une détonation vers 20h30, soit près de 3 heures avant que Brenda n'appelle le 911. À leur arrivée, les ambulanciers estiment que Jonathan est déjà mort depuis environ 30 minutes, ce qui suggère un écart temporel important entre le moment du coup de feu et l'appel de Brenda. Pour la famille Cruz, cette hésitation pourrait être le signe que Brenda tentait de préparer sa version des faits avant de signaler l'incident. L'enquête, bien que close sur le plan pénal, continue de susciter des débats parmi les proches de Jonathan et les personnes qui ont suivi l'affaire. Dans leur quête de vérité, les Cruz refusent d'abandonner et espèrent que des éléments nouveaux permettront un jour de rouvrir le dossier. Ils souhaitent avant tout comprendre ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Et pour eux, tant que Brenda restera silencieuse, ils ne pourront jamais faire leur deuil. En effet, Jonathan Cruz était bien plus qu'une simple victime dans une affaire mystérieuse. Il était un homme qui, malgré les difficultés de la vie, avait réussi à bâtir une carrière stable, à tisser des amitiés sincères et à marquer de nombreuses personnes par sa générosité et sa force de caractère. Passionné par les armes à feu, il avait développé une discipline stricte et un respect profond des règles de sécurité. Une passion qu'il partageait avec ses amis lors de compétitions de tir. Sa mort brutale et les circonstances qui l'entourent sont d'autant plus déconcertantes pour ses proches, qui connaissent l'attention que Jonathan portait à chaque détail lorsqu'il manipulait une arme. D'ailleurs, selon Sheila Wysocki, cette expertise de Jonathan en matière de sécurité autour des armes à feu rend la thèse du suicide encore plus improbable. Jonathan savait comment manipuler une arme en toute sécurité et comprenait les risques de chaque mouvement. Pour sa famille, il est inconcevable qu'il ait manipulé son arme de manière négligente, et encore moins qu'il ait décidé de mettre fin à ses jours dans une position aussi étrange et inconfortable, blessé à l'épaule. L'intervention de Sheila a permis de mettre en lumière des éléments cruciaux, mais des questions essentielles restent sans réponse. Pourquoi l'arme n'a-t-elle révélé aucune empreinte digitale identifiable? Si Brenda était innocente, pourquoi ses vêtements et ses mains portaient-ils autant de résidus de poudre? Et surtout, pourquoi a-t-elle invoqué le 5e amendement au lieu de fournir des explications cohérentes? Ces questions, pour la famille Cruz, sont autant de signes que quelque chose d'essentiel a été négligé dans cette enquête. Aujourd'hui, malgré le verdict du procès civil, les autorités n'ont toujours pas relancé l'enquête criminelle. Ce jugement, bien que symbolique, n'a pas permis de révéler toute la vérité et laisse la famille dans un sentiment d'inachevé. Pour les Cruz, l'absence d'accusation pénale à l'encontre de Brenda est une immense déception. Mais ils ne perdent pas espoir. Ils continuent de croire que justice sera rendue un jour, que de nouveaux éléments pourront faire surface et que, peut-être, Brenda décidera de parler. Cette affaire, bien qu'empreinte de mystère, est aussi un rappel poignant des défis auxquels les familles sont confrontées lorsqu'elles se battent pour la vérité. Chaque pièce de preuve, chaque témoignage est comme un fragment de vie brisé,
Et derrière chaque audience judiciaire se cachent des proches endeuillés, déterminés à obtenir des réponses. Pour eux, ce combat pour la justice est une manière de préserver la mémoire de leurs êtres chers, de donner un sens à leur douleur et de faire en sorte que leur voix soit entendue. Jonathan Cruz n'était pas seulement un frère, un fils et un ami. Il était une personne passionnée, brillante et aimée. Son histoire, bien que marquée par la tragédie, continue d'inspirer ceux qui l'ont connu à poursuivre ses valeurs. La quête de vérité, le courage face à l'adversité et l'importance de la justice. Si cette histoire vous a plu, likez, commentez et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines enquêtes. À bientôt.